Togo, soucieux des bons rapports qu'entretient le gouvernement malien et les autres pays de la sous-régionale, vient apaiser la situation. Plus de précisions avec Noira dans ce reportage. Le Togo, à travers son président Faure Gnassingbé, sera le médiateur dans la situation tumultueuse qui prévaut entre le Mali et la Côte d'Ivoire au sujet des 49 militaires ivoiriens qui avaient été arrêtés en terre malienne, précisément à l'aéroport Modibo Keïta, Sénou, le 10 juillet 2022. En effet, au cours d'une audience accordée par le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, au ministre des Affaires étrangères togolaise, professeur Robert Doucet, lors d'une visite d'amitié et de travail entre le Mali et le Togo et le rôle joué par ce dernier dans les relations qu'entretient le Mali et ses voisins, Bamako, par la voix de son chef d'État, s'est dit ouvert au dialogue et disposé à œuvrer conformément à l'esprit de fraternité et d'excellentes relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire, selon un communiqué rendu public par la présidence malienne. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la dynamique de facilitation qui a été demandée par le Mali auprès de la République togolaise par rapport au dialogue et à l'interaction avec la communauté régionale et la communauté internationale. Elle se situe aussi dans le cadre des derniers incidents qui se sont produits le 10 juillet dernier à Bamako, avec l'arrivée dans des conditions jugées illégales de militaires ivoiriens sur le sol malien, incident pour lequel aussi le président du Togo a voulu, dans le cadre de ses efforts d'accompagnement du Mali, voulu en savoir un peu plus du côté des autorités maliennes et voir dans quelle mesure il pourra aussi contribuer à un apaisement sur cette question. Le même communiqué précise que le président de la transition a souhaité que le Togo mène une mission de bons offices entre les parties concernées et que celle-ci aboutisse à un dénouement heureux de cette situation, y compris par voie diplomatique dans le strict respect de la souveraineté du Mali. Une situation que prendra à bras le corps le président togolais Faure Gnassingbé, tel que le souligne le chef de la diplomatie togolaise. Le président de la transition, que nous avions remarqué très ouvert et favorable au dialogue, a souhaité que les relations de fraternité et d'excellente amitié entre la Côte d'Ivoire et le Mali soient préservées. Le président de la transition a souhaité que le président Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, puisse s'investir afin de trouver une solution. Je voudrais vous confirmer la disponibilité du président de la République togolaise, le président Faure Gnassingbé, d'aider et d'user de ses bons offices pour que nous puissions arriver à un dénouement heureux et une pacification des relations. Après son séjour à Bamako, le ministre togolais des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur s'est rendu mardi 19 juillet en Côte d'Ivoire rencontrer le président ivoirien. Alassane Ouattara et son hôte se sont entretenus au sujet des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali. Au sortir de l'audience, Robert Doucet a souligné que le président Alassane Ouattara et son homologue togolais Faure Gnassingbé sont favorables et disposés à la préservation de la paix et de l'entente entre les peuples et les nations. Vivement que la coopération entre le Mali et la Côte d'Ivoire soit au beau fixe. Restons au Mali, 60 autorités traditionnelles et coutumières viennent d'être honorées par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Par cet acte, le président justement de la transition malienne traduit sa volonté d'impliquer les garants de la transition. Le porteur de l'initiative, le colonel Assimi Goïta, au regard du succès rencontré, compte bien pérenniser et préserver les intérêts maliens. Guéné pour le reportage. Il s'agit d'un signal fort qui appelle à l'engagement pour plus de responsabilités dans le développement du Mali. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, par cet acte témoigne aux autorités traditionnelles sa volonté, celle de faire avec eux face aux défis liés à la sécurité et à la crise politique. Il est indéniable que l'apport des autorités traditionnelles et coutumières n'est pas à négliger. Mieux encore,
Leur implication est une preuve de l'expression de l'enracinement du pouvoir très traditionnel à la base. La cérémonie de ce matin est consacrée dans le cadre de la refondation de notre État, dont l'un des objectifs majeurs est la valorisation de nos légitimités traditionnelles et culturelles. Et cela a commencé par l'instauration de la journée du 11 novembre, qui est désormais la journée nationale consacrée à nos légitimités traditionnelles et culturelles. Aussi, la remise symbolique des insignes drapeaux, emblèmes de la patrie, aussi les certificats et témoins à suffisance, le début de la valorisation de ce secteur. L'instant est solennel, car c'est une première au Mali. 60 chefs de quartier reçoivent les symboles de la nation, promesse tenue par le président de la transition. Ce dernier a par ailleurs profité de cette occasion pour rappeler le rôle importantissime des garants de la tradition dans la refondation du Mali. Je tiens à remercier l'ensemble des chefs des villages, les chefs de quartier, les chefs de fractions pour le rôle qu'ils jouent dans la gestion des structures administratives de base, qui sont les villages, les quartiers et les fractions. En tant que relais de l'administration, ils aident l'administration dans la gestion des affaires publiques. Aussi, ils sont aussi les garants de la cohésion sociale, de la stabilité, de vivre ensemble. Aussi, dans le cadre de la prévention et de la gestion des conflits dans nos différentes localités, ils interviennent beaucoup. Et je tiens aussi à les remercier également pour leur soutien aux autorités de la transition et surtout l'assistance apportée à la population à travers les sensibilisations pendant l'embargo que la CEDEAO a infligé au Mali. Une journée historique qui s'inscrit également dans la logique de diversification de la gouvernance prônée par le colonel Assimi Goïta. Après les chefs traditionnels, l'initiative se poursuivra au niveau régional sous la houlette des gouverneurs, les préfets et les sous-préfets au niveau des fractions. En Guinée, une importante délégation de la CEDEAO est en mission depuis ce matin. Le but est justement d'arracher une durée acceptable de la transition pilotée par le colonel Mamadi Doumbouya. Plus de détails dans ce reportage. Une importante délégation de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest entame dès ce mercredi 20 juillet une mission de médiation en Guinée dirigée par des militaires depuis le 5 septembre 2021. Objectif, arracher une durée acceptable de la transition pilotée par le colonel Mamadi Doumbouya. C'est dans ce cadre que l'ancien président béninois Thomas Yahi Boni, en sa qualité de médiateur dans la crise guinéenne, a foulé le sol guinéen le mardi 19 juillet 2022 à Conakry. Le président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo, et le président de la commission, Dr Alieu Toureille, sont quant à eux arrivés ce mercredi 20 juillet dans la capitale guinéenne en fin de matinée. Cette importante délégation de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest vient pour travailler avec les autorités guinéennes en vue d'obtenir un nouveau chronogramme acceptable de la transition, car celui fixé par les militaires au sommet de l'État est jugé inacceptable, donc rejeté en bloc par l'autorité sous-régionale. La Guinée a jusqu'au 1er août prochain, faute d'un calendrier acceptable, et sera visée par des sanctions économiques et financières. Au Tchad, le gouvernement de transition a annoncé en date du 20 août 2022 pour la tenue du dialogue national inclusif tant attendu, alors que les pourparlers de paix à Doha, justement au Qatar, n'ont pas encore abouti. Les partis politiques et associations n'adhèrent pas à la démarche du gouvernement. Ces derniers ne participeront pas aux préparatifs du dialogue. Les précisions de Emma Mouto dans cet élément. Les responsables des mouvements politico-militaires, dont le groupe de Rome, de Doha et le Conseil national de redressement, se sont réunis autour d'une conférence de presse le 18 juillet 2022 à Doha, au Qatar. Au cours des échanges, ces responsables ont annoncé la suspension de leur participation, alors que le gouvernement tchadien a annoncé la nouvelle date du dialogue de la paix et de la réconciliation, fixée au 20 août 2022. Une décision qui va à l'encontre de ces responsables. Selon ces derniers, cette annonce a été faite sans aucune consultation préalable et dénonce la désinformation visant à perturber la sérénité des négociations. Au moment où nos travaux entre
dans une phase cruciale, nous tenons à dénoncer les faits suivants. 1. Le choix de manière unilatérale de la date du dialogue national inclusif et souverain du 20 août 2022. 2. Les manœuvres de déstabilisation, à savoir les achats de conscience, les intimidations, les harcèlements, les menaces, les désinformations, visant à perturber la sérénité des négociations. Au lendemain de la mort du président Idriss Déby Itno, tué au front contre des rebelles en avril 2021, son fils, le jeune général Mahamad Idriss Déby Itno, avait été proclamé président à la tête d'un conseil militaire de transition de 15 généraux. Il avait aussitôt promis des élections libres et démocratiques dans un délai de 18 mois après un dialogue national inclusif, avec toute l'opposition politique et tous les innombrables groupes rebelles. Le général Déby semble donc avoir fixé une nouvelle date pour avancer à marche forcée vers ce dialogue qu'il a promis à la communauté internationale pour remettre le pouvoir aux civils dans un délai de 18 mois, éventuellement renouvelable une fois. Les 18 mois sont censés s'achever en octobre 2022, mais des élections présidentielles et législatives sont difficiles à organiser dans un délai aussi court. Et l'hypothèse d'un dialogue inclusif censé les préparer sans une majeure partie d'opposition, armée et non armée en août, semble repousser à un futur incertain la remise du pouvoir aux civils. Cependant, tous les partis politiques et associations n'adhèrent pas à la démarche du gouvernement et annoncent qu'ils ne participeront pas aux prochains préparatifs du dialogue tant qu'il n'y aura pas suffisamment d'ouverture politique. Rendons-nous à présent en Tanzanie. Le Fonds monétaire international a annoncé via un communiqué le lundi 18 juillet qu'elle accordait un prêt d'1,46 milliard de dollars à la Tanzanie. Le pays fortement ébranlé par les conséquences de la crise ukrainienne et la pandémie de Covid-19 a son deuxième prêt en moins d'un an. Kwechu pour le reportage. Le Fonds monétaire international accorde un prêt d'1,46 milliard de dollars à la Tanzanie sur 4 mois pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine. Selon un communiqué du FMI publié le lundi 18 juillet, ce prêt est destiné à aider le pays à faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine et débloquer son potentiel économique déjà durement touché par la pandémie de Covid-19. La Tanzanie va ainsi recevoir dans l'immédiat l'équivalent de 151,7 milliards de dollars. Une somme qui vient s'ajouter aux 567 millions de dollars de prêts que le pays avait déjà perçus fin 2021 pour pallier au déficit budgétaire créé par la crise sanitaire de Covid-19 qui a entravé le développement économique de la Tanzanie, notamment dans le secteur du tourisme. Comme de nombreux pays africains, la Tanzanie connaît actuellement une flambée de prix des denrées alimentaires et du carburant. La progression des prix du blé est particulièrement préoccupante, écrit le FMI dans ce rapport intitulé « Un nouveau choc et une faible marge de manœuvre », car l'Afrique subsaharienne importe 85% de sa consommation de blé avec des montants particulièrement élevés en Tanzanie, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Mozambique. Le programme annoncé lundi, qui s'inscrit dans le cadre de la facilité élargie du crédit, en abrégé FEC, doit aider à financer des réformes pour améliorer la stabilité financière du pays, réaliser des investissements publics et soutenir le secteur privé. Malgré leur accession à l'indépendance, les anciennes colonies françaises d'Afrique subsaharienne ne jouissent pas d'une véritable autonomie, justement militaire et économique. Ceci grâce à l'existence d'un document longtemps resté secret et qui compte 14 accords qui confèrent à la France un contrôle suprême sur ses territoires. Assam Zili pour le reportage. À la veille des indépendances, les dirigeants des anciennes colonies françaises d'Afrique subsaharienne sont contraints à la signature d'un document secret devant garantir à la France un contrôle continu sur ses territoires, tant sur le plan sécuritaire, politique, économique. Ces 11 accords sont entre autres la dette coloniale qui consiste au remboursement par les pays africains du coût des infrastructures construites par la France pendant la colonisation, la confiscation automatique des réserves financières nationales déposées auprès de la Banque de France, le refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays qui octroie à Paris la primeur dans l'achat des ressources naturelles de la terre de ses anciennes colonies, la priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dont les marchés publics et appels d'offres publiques
et ce malgré les meilleures offres qui peuvent venir d'ailleurs. Le droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des colonies. Le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans ses ex-colonies pour la défense de ses intérêts. L'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. L'obligation d'utiliser le franc CFA. L'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réserves. Renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. Et enfin, l'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Ces accords qui sont longtemps restés secrets constituent un dispositif de pillage, de tutelle et d'infantilisation des Africains. C'est cette escroquerie économico-financière et politique qui confère à la France une mainmise absolue sur ses anciennes colonies, qui est aujourd'hui décriée par plusieurs voix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du continent, qui exige la fin de cette imposture. C'est sur ce reportage, mesdames et messieurs, que nous clôturons cette édition de l'information. Restez en compagnie de nos programmes.